Waouh! Mais c'est de toute beauté, c'est fabuleux. Ce contraste entre le bleu du ciel, le blanc de l'explosion, c'est digne d'un grand artiste. Voilà en tout cas ce qu'aimerait entendre Deidara au sujet de ces explosions. Deidara est un ninja renégat dans Naruto et il prétend proposer à travers ses explosions des œuvres d'art. Comme il le dit lui-même, son art, c'est l'explosion. Deidara se considère alors comme un artiste, car il cherche, comme tout artiste, à produire des œuvres belles, des œuvres qui resteront à jamais gravées dans la mémoire des gens. Ah ouais, Deidara est un artiste? Donc là, si je fais tout péter, je suis un artiste, non? Effectivement, considérer que Deidara est un artiste, ça semble un peu déroutant, voire totalement absurde. Alors qu'en est-il exactement? Les explosions de Deidara peuvent-elles être vraiment considérées comme de l'art? Oui, si on prend l'art dans son sens général, sens que l'on retrouve notamment dans l'étymologie du mot art. L'art provient du grec techné, terme qui a donné technique, savoir-faire. L'art est donc intimement lié à la technique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la technique? La technique, c'est l'ensemble des moyens que l'on va mettre en œuvre pour atteindre une fin, un résultat déterminé. C'est dans ce sens que l'on pourra parler d'art culinaire. L'art culinaire, par exemple, c'est la cuisine. Et pour cuisiner, on utilise des moyens, des aliments, des recettes, pour arriver à une fin, un repas qui stimule, fait vibrer nos estomacs et nos papilles. C'est un joyeux bordel gourmand et croquant. Et c'est pareil pour Deidara. La fin qu'il recherche, on l'a compris. C'est bien sûr de tout faire péter. Et les moyens qu'il va utiliser pour créer ces explosions, c'est son argile, mais c'est aussi l'ensemble des règles nécessaires pour atteindre son but. Deidara doit effectuer des gestes bien précis pour malaxer son chakra afin de donner forme à son argile explosive. Finalement, Deidara utilise une technique pour produire ces explosions. Il peut en ce sens être comparé à un artisan, à un maître artificier. Il a comme lui des compétences qu'il va utiliser pour atteindre la fin qu'il recherche, un grand boum. Donc, si on remplace art par technique, la phrase de Deidara a du sens. Son art, c'est bien l'explosion. Mais ce n'est pas dans ce sens général que Deidara prétend faire de l'art. L'idée qu'il se fait de l'art renvoie plutôt à une définition beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, celle qui renvoie aux beaux-arts. Deidara utilise des termes qui renvoient à chaque fois, non pas à l'artisan, mais à l'artiste. C'est ce que l'on retrouve à travers les termes d'œuvre, de génie, d'originalité ou de beauté. Alors qu'en est-il réellement? Deidara est-il un artiste comme il le prétend? Il semblerait que non, et cela pour 3 raisons. Premier argument, tout d'abord, il manque dans l'art de Deidara l'idée même d'une représentation. Représentation nécessaire pour donner naissance à une œuvre artistique. Dans une œuvre d'art, on représente le réel. C'est-à-dire, on en donne une image, une apparence. C'est ce que Magritte montre avec son tableau. Ceci n'est pas une pipe. Ce que veut dire Magritte à travers ce tableau, c'est qu'il ne faut pas confondre une pipe réelle, qui va vous servir à fumer, et l'image d'une pipe, qui elle ne vous aidera pas trop à combler votre désir de tabac. Magritte montre que l'art nous permet de faire un pas de côté par rapport au réel, qu'il représente la réalité. Et c'est ce critère, relatif à la représentation qui manque chez Deidara. Deidara nous présente directement ces explosions. Elles ont un impact direct sur le monde. La destruction est effective. À la différence, l'art va représenter l'explosion. Il va y avoir une différence notable entre une photo d'une explosion et une explosion réelle. Entre un film, une peinture sur la guerre et la guerre réelle. Et c'est parce que l'art nous offre une distance par rapport au monde qu'on pourra prendre du plaisir à contempler des choses affreuses et qu'on pourra également ressentir une émotion esthétique. L'émotion esthétique est une émotion spéciale, provoquée par une œuvre d'art. C'est une émotion spéciale car on n'est pas emporté hors de nous-mêmes, comme avec une émotion classique. Une émotion classique, c'est par exemple la colère. Ici, la colère nous met hors de nous-mêmes. On est dans un état instable qui nous pousse à tout casser. Au contraire, l'émotion esthétique va nous apaiser, nous faire rentrer dans un état de sérénité. L'émotion esthétique est une émotion sublimée. Sublimer, cela signifie transformer, élever.
On va ici transformer notre colère, par exemple, pour l'élever vers des valeurs morales qui seront libératrices et apaisantes. Cette libération de nos pulsions, de nos émotions violentes, se retrouve dans le concept de catharsis, proposé par Aristote dans son livre La Poétique. La catharsis, pour Aristote, se trouve illustrée par exemple dans la représentation théâtrale, à travers le jeu des acteurs. L'intrigue de l'histoire, nous pouvons nous identifier aux personnages et faire comme si c'était nous qui vivions par procuration les sentiments représentés sur scène. La représentation théâtrale permet alors de nous libérer de nos pulsions. En projetant sur le jeu des acteurs notre sensibilité, nos passions violentes, on s'en déleste, on s'en libère. Et c'est cette représentation, ce comme si, qu'il n'y a pas dans l'art de Dédara. Face à une violence réelle, on sera traumatisé. Face à des explosions, on sera anéanti, détruit. A l'inverse, face à des œuvres d'art, on ressentira une émotion esthétique qui pourra nous apaiser, calmer nos angoisses, nous en libérer. En résumé, Dédara propose des explosions effectives, réelles, alors que l'art nous en donne une représentation qui pourra être libératrice. D'accord, mais Dédara insiste pourtant. Selon lui, ces explosions resteront gravées dans la mémoire des gens comme des œuvres d'art. Alors qu'en est-il réellement ? Dédara arrive-t-il à faire en sorte que son œuvre reste gravée dans la mémoire des hommes ? Et non, toujours pas. On va voir avec un deuxième argument que ce que propose Dédara n'est toujours pas de l'art. Les œuvres d'art se distinguent de tout objet technique, tout objet qui pourrait être utile pour l'homme. Utile dans le sens où on va utiliser les objets pour satisfaire nos désirs, nos intérêts. Et les explosions de Dédara vont avoir une utilité, un intérêt, détruire l'adversaire. Il s'agit toujours d'utiliser les explosifs pour gagner un combat. Au contraire, les œuvres d'art sont offertes à notre seule contemplation. On laisse l'œuvre être telle qu'elle est, sans chercher à l'utiliser, à s'en servir comme un moyen pour atteindre une fin. Si on utilise la Joconde comme un parapluie pour se protéger de la pluie, on réduit l'œuvre à un objet quelconque, ordinaire, à un objet d'usage seulement utile à nous protéger des intempéries. En utilisant l'œuvre d'art comme un objet technique, comme un objet fonctionnel pour se protéger de la pluie, on fait perdre à l'œuvre toute sa fonction symbolique. Fonction symbolique qui permet à une œuvre d'art de nous faire penser, réfléchir et de nous faire rentrer dans un monde culturel. Et c'est bien cette perte d'un monde culturel que dénonce Arendt dans son livre « Crise de la culture ». Une œuvre d'art se différencie totalement d'un objet d'usage. Comme le dit Arendt, les œuvres d'art sont délibérément écartées des procès de consommation et d'utilisation et isolées, loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. Cela signifie qu'un objet d'usage est voué à disparaître dans un cycle de consommation-production. L'utilisation qu'on fait de l'objet va le faire disparaître de manière plus ou moins rapide, alors que l'œuvre, qui n'est pas consommée mais contemplée, échappe à ce rapport destructeur. Une œuvre d'art n'a pas pour finalité d'être consommée, d'être dévorée par le temps et nos estomacs, ce qui permet à une œuvre d'art de ne pas s'user et de s'approcher d'une forme d'immortalité. Les œuvres d'art vont donc avoir une durée de vie plus importante que les objets d'usage. Elles vont avoir, nous dit Arendt, une immortalité potentielle. Potentielle car les œuvres d'art sont toujours soumises au temps qui passe. Elles vont, quoi qu'il arrive, se détériorer, mais ce processus de destruction va être beaucoup plus lent pour les œuvres d'art que pour les autres objets d'usage ou objets techniques. Les objets d'usage, au contraire, sont consommés presque aussitôt qu'ils sont produits. Les objets d'usage deviennent vite obsolètes. On voit avec ces exemples que les objets de consommation, comme ici une pomme, ou les objets techniques, comme ici le dernier iPhone, ont une durée de vie très limitée.
L'obsolescence, la consommation, la destruction les font vite basculer dans l'oubli. A l'inverse des objets d'usage, l'œuvre d'art est un objet permanent, stable, qui résiste au flux temporel. Et si Arendt parle de crise de la culture, c'est qu'elle dénonce le fait qu'à notre époque, tout devient objet de mode. Les œuvres d'art sont réduites à des produits de consommation, à des simples objets de divertissement qui disparaissent de nos mémoires après avoir été consommés. Effectivement, qui se souvient de l'intrigue, de l'histoire du film Fast and Furious 5 ? Donc Fast and Furious 1, je crois que c'est l'histoire de voitures qui roulent vite. Le 2, je crois que c'est l'histoire de voitures qui roulent encore plus vite. Le 3, c'est une histoire de voitures qui roule sur un parking, mais très vite. Le 4, c'est sûrement une histoire de voitures qui roule vite. Et le 5, je vois vraiment pas de quoi ça parle. J'ai vu le 6, le 7 et le 8 juste après. C'est sûrement une histoire de voitures qui roule vite, mais ça me dit rien du tout. Et c'est cette réduction que veut opérer Deidara. Il veut réduire l'œuvre d'art à un objet d'usage qui se trouve consommé aussitôt qu'il est produit. C'est bien ce qu'on retrouve dans son pseudo-art. Celui-ci consiste à détruire. Il ne reste rien à la fin de ces explosions, rien pour construire un monde commun, un monde culturel. Et c'est bien ce monde culturel, composé de symboles, qui disparaîtrait avec l'art de Deidara. On ne pourrait plus communiquer avec les générations passées. L'espèce humaine perdrait ce qui fait sa force. Un dialogue permanent avec les autres hommes, un lien immatériel, invisible, qui nous relie aux hommes du passé, du présent et du futur. Comme le dit Arendt, les œuvres d'art ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Donc, le but de l'œuvre d'art est d'inscrire le passage de l'homme dans le monde. Mais Deidara, à travers son art, efface cette trace, efface cette empreinte. Il ne fait qu'accélérer le processus de destruction qui accompagne de manière inéluctable le passage du temps. Loin de rester gravé dans la mémoire des gens, il ne fait qu'être l'auxiliaire du temps, qu'être le serviteur de la mort. On peut néanmoins opposer une objection à Arendt. Il y a bien des œuvres d'art qui, de nos jours, disparaissent au moment où elles se produisent. C'est ce que l'on retrouve par exemple dans l'art performance. Deidara pourra alors très bien se revendiquer de cet art performance, art dans lequel l'action prime sur la représentation. Mais attention, encore une fois, il va y avoir une différence essentielle entre les deux. L'art de Deidara n'apporte aucune révélation sur le monde, il ne nous aide pas à le comprendre. À l'inverse de l'art performance, qui est toujours un projecteur sur notre monde et qui nous aide à mieux nous comprendre. Et c'est bien cette compréhension sur le monde qui manque toujours dans l'art de Deidara, comme le montre Bergson dans son livre Le Rire. Et ce sera donc le troisième argument. Bergson nous dit que l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas. Je ne sais pas pour Bergson qui a peut-être des problèmes de vue, mais moi, je vois très bien ce qu'il y a en face de moi. Je suis pas aveugle, je vois très bien cette table, cet ordinateur, je n'ai pas de voile devant les yeux. Encore une fois, le philosophe dit des trucs invraisemblables juste pour se faire remarquer. Moi, je suis d'accord avec Bergson. Oui, mais à part toi qui as des problèmes de vue, le commun des mortels voit très bien. Pas besoin d'être artiste pour voir le monde devant soi. Eh bien, en réalité, les choses ne sont peut-être pas si simples. Pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire, Bergson va opposer deux individus. L'artiste d'un côté et l'homme ordinaire de l'autre. Il nous dit que l'artiste est avant tout un idéaliste. Attention, ici, idéaliste ne veut pas dire quelqu'un d'optimiste. Non, l'idéaliste, c'est celui qui est peu préoccupé du côté utile de la vie, celui qui prend ses distances avec le côté pratique et utilitaire de la vie. Et de l'autre côté, il y a l'homme ordinaire. C'est nous, l'homme réaliste. C'est lui qui a un voile devant les yeux. Il a un voile
car il réduit le monde à son côté pratique. L'homme ordinaire, selon Bergson, est pragmatique. Son seul souci, c'est d'agir de manière efficace, de ne surtout pas perdre son temps à contempler le monde. Le réaliste privilégie donc l'action à la contemplation. Voilà pourquoi l'artiste voit mieux que les autres hommes, car la perception du monde à nous, hommes réalistes, est une perception pauvre, rétrécie. On ne perçoit du monde que ce qui nous intéresse, que ce qui peut nous permettre de satisfaire nos besoins. Quand je vois une pomme par exemple, je pense à manger. Quand je vois des toilettes, je pense à satisfaire mes besoins. L'artiste va s'opposer à ce côté pratique de la vie pour nous révéler un monde que nous ne voyons pas. Trop concentré à faire pipi, nous ne voyons pas l'urinoir en face de nous. Il faudra alors l'intervention de Duchamp pour nous montrer à travers son ready-made Fontaine ce que notre perception commune ne voit pas. Trop accaparé par notre faim, nous ne voyons pas non plus la pomme que nous mangeons. Il faudra alors l'intervention du peintre, Cézanne, pour nous révéler la forme, les couleurs de ce fruit qui échappe à notre perception. Et qu'en est-il alors de Dédara? Renforce-t-il le voile que nous avons devant les yeux? Ou bien nous révèle-t-il un monde que nous ne voyons pas? Eh bien, Dédara reste enfermé dans une vision réaliste, pragmatique du monde. Il cherche, avant tout, à agir de manière efficace dans le monde, à réussir sa mission. Ce qui compte pour lui, c'est de remporter le combat. Pas le temps donc de contempler ses œuvres, ses explosions, que ce soit pour lui ou pour le spectateur. À la différence, l'artiste idéaliste va pouvoir nous révéler la richesse du monde, richesse que notre perception pragmatique, réaliste ne voit pas. C'est en étant donc détaché du monde et de son côté matériel que notre vision du monde pourra s'éclaircir et que nous pourrons voir la réalité d'un œil nouveau. On pourra enfin voir la réalité nue et sans voile. Pour résumer, Bergson montre que l'art sert avant tout à révéler le monde, à en montrer toute sa force, toutes les nuances qui le composent. Et c'est là un paradoxe présent dans l'art. L'illusion qu'il produit, loin de nous détourner du monde, nous en rapproche, nous en donne une vision plus claire, plus précise. Finalement, l'artiste éduque notre perception, il l'enrichit, alors que Dédara nous rend sourds, aveugles et inertes. Dédara, à travers ses explosions, ne nous révèle rien. Au contraire, il obscurcit, réduit notre vision du monde. Son rôle n'est pas de nous éduquer, mais d'imposer sa folie destructrice. Pour conclure, on peut dire que Dédara maîtrise une technique, un art bien spécifique pour fabriquer ses bombes. Mais cet art ne correspond en rien à celui d'un artiste, car il ne représente pas le monde, il ne construit pas un monde culturel et ne révèle aucune vérité sur le monde. Voilà donc ce qu'il te manque, Dédara, pour faire de l'art. Arrête finalement l'explosion et préfère plutôt l'exposition de tes bombes dans un musée. Bombes qui sont, en y regardant de plus près, assez belles. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur la chaîne de Captain Philo.